troisième séquence et dernière séquence de l'après-midi, la précarité alimentaire, avec beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets. Et on va commencer, je vais commencer moi par vous présenter les personnes qui m'entourent, qui ont bien voulu répondre à l'invitation d'un des causa. Au bout de la table, à ma droite, vous avez Nicolas Champion, secrétaire national du Secours populaire en charge des solidarités en France et secrétaire général de la Fédération du Calvados. À côté de Nicolas Champion, Romain Henry, porte-parole de la Confédération paysanne d'Indre-et-Loire et membre du groupe de travail sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et je dois dire que c'est à ce titre que nous allons échanger tout à l'heure. À ma gauche, Gérard, que vous avez vu ce matin, que je ne présente plus. Et enfin, à côté de moi, après l'état des lieux qu'on va vous dresser avec Gérard, on commencera par vous, Franck Lemorvan, président du groupe de concertation sur la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire. Franck Lemorvan a présidé l'avis numéro 91 du CNA dont vous avez entendu parler ce matin. Et vous êtes également inspecteur de l'IGAS, Inspection générale des affaires sociales. Est-ce qu'en mesurant l'aide alimentaire apportée, on mesure voilà. la précarité? Alors c'est un autre angle d'attaque, c'est de se dire on va aller regarder les gens qui vont voir les associations d'aide alimentaire, qui vont se procurer effectivement des denrées auprès d'associations, ou d'ailleurs pas seulement, il y a aussi les centres communaux d'action sociale qui font des distributions eux-mêmes, ou qui distribuent des chèques qui ont le même objet. Bon, voilà. Donc il y a plusieurs manières, mais enfin c'est principalement des associations qui font ce travail. Et en fait, on sait, notamment par l'étude 1K3, mais pas seulement, que ces données ne sont pas non plus suffisantes. D'ailleurs, le chiffre que vous avez donné, M. Tazzolari, c'est-à-dire entre 2 et 4 millions de personnes allant à l'aide alimentaire dans l'étude de l'INSEE, déjà, c'est une marge énorme, entre 2 et 4. Ouais, de simple au double. Bon, on se dit, une statistique comme celle-là, c'est forcément une statistique à prendre avec un peu de précaution. Bon. Et puis ensuite, c'est 2 millions à 4 millions par rapport à 8 millions de personnes en insécurité alimentaire. Vous dites, ça ne colle pas. Bon. Ils sont passés où, les 4 millions? Voilà, et c'est tout le sujet. C'est-à-dire que les données de l'aide alimentaire sont des données utiles, et notamment leur évolution dans le temps, le fait qu'aujourd'hui, elles explosent par rapport à la situation antérieure, c'est un indicateur d'aggravation de la situation. Mais ça n'est pas suffisant pour apprécier le phénomène, parce que, tout simplement, c'est le gros biais. Il y a des gens qui ne vont pas à l'aide alimentaire, qui ne vont pas demander ce à quoi ils auraient éventuellement droit. Ils n'y vont pas, pour des tas de raisons. Alors, il y a des sociologues qui ont étudié cette question, notamment, il y a tout simplement le sentiment de honte, de quelqu'un qui dit si je vais chercher de l'aide alimentaire, voilà, je suis pas capable de me nourrir moi-même. Enfin, il y a toutes sortes de phénomènes qui font que des gens ne recourent pas à l'aide alimentaire alors qu'ils y auraient droit. Après, il y a un autre biais dans l'autre sens, mais qui est moins important sans doute, qui est le fait qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide au point d'aller demander de l'aide alimentaire à plusieurs associations en même temps. Et comme il n'y a pas de système national qui croise tout ça, peut-être d'ailleurs mieux vaut que non. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Ça fait que, de toute façon, on ne peut pas se fonder sur les chiffres de l'aide alimentaire pour dire le nombre de personnes en précarité alimentaire. C'est un indicateur, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai souligné une autre phrase. J'aimerais que vous nous éclairiez sur cette phrase. Vous dites « L'aide alimentaire n'a pas vocation à répondre à tous les enjeux de la précarité alimentaire. Les initiatives complémentaires ou alternatives doivent être développées. » Et je voulais savoir à quelles initiatives complémentaires et à quelles alternatives vous pensez. Alors, pour répondre à cette question, il faut juste rappeler ce que c'est que l'aide alimentaire. Toujours pareil, d'après la loi. La loi nous dit que l'aide alimentaire, c'est la fourniture de denrées alimentaires à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Autrement dit, c'est le premier moyen d'aider des personnes qui ne mangent pas correctement. Quand je dis correctement, c'est pas péjoratif évidemment, mais c'est une question d'articulation par rapport aux besoins en termes à la fois de quantité et de qualité nutritionnelle. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'ils mangent est suffisant en quantité par exemple calorique, mais est-ce que ça répond aussi aux besoins en termes de nutriments spécifiques, en termes de vitamines, etc. etc. Bon. Ça, c'est clair, c'est un moyen de répondre aux besoins, mais ça n'est pas le seul, loin de là. Et c'est pour ça, l'aide alimentaire ne peut pas répondre à tous les besoins, parce que tout simplement, il ne peut pas
traiter, elle ne peut pas traiter toutes les causes de la précarité alimentaire. Comme vous l'avez dit, quand on est en précarité alimentaire, on est souvent en précarité tout court, à d'autres égards. On a des problèmes de logement, on a des problèmes d'accès à toutes sortes de biens et services, et pas seulement à l'alimentation. Donc l'idée, c'est que l'aide alimentaire est un élément indispensable de la lutte contre la précarité alimentaire, mais ça n'est pas le seul. Alors, quel type d'action faut-il... Alors, je rappelle aussi, c'est quand même important de l'avoir en tête, pardon pour cette introduction préalable, mais c'est quand même important de bien poser le cadre avant de répondre sur justement ce qui est complémentaire. L'aide alimentaire aujourd'hui, ça n'est pas que la fourniture de denrées, c'est aussi une proposition d'accompagnement. C'est-à-dire que l'idée, et on voit bien que justement la loi maintenant prend en compte le fait qu'il n'y a pas que la distribution de denrées qui permet de lutter contre la précarité alimentaire, il y a aussi l'idée qu'on peut essayer il faut essayer en même temps de traiter globalement les problèmes. Et donc on propose aux personnes qui s'adressent aux structures d'aide alimentaire un accompagnement social. Mais les structures d'aide alimentaire ne font pas tout ce travail elles-mêmes, c'est pas possible, elles peuvent pas faire tout le travail. Et néanmoins, vous dites, l'AVI recommande d'améliorer l'aide à l'accès alimentaire. Oui, parce que dans un monde idéal, si tout le monde mangeait à sa faim, il n'y aurait pas besoin d'aide alimentaire. Tant que Coluche a créé les Restos du Cœur, on sait bien, voilà, il les a créés pour répondre à une situation d'urgence. Voilà, et l'idée, c'était pas forcément qu'on ait encore besoin, 40 ans après, d'aide alimentaire. Il se trouve qu'on en a besoin et qu'aujourd'hui, les politiques publiques d'ailleurs de soutien à la lutte contre la précarité alimentaire, elles reposent d'abord sur les moyens qui sont dédiés à l'aide alimentaire. Donc il faut en tenir compte, cette aide alimentaire, elle existe, elle joue un rôle précieux, même si il faut développer des initiatives complémentaires, il faut évidemment améliorer aussi le système tel qu'il existe. Sur ce point, il y a plusieurs zones d'attaque. On a, il y a 71 propositions dans l'avis. Si je devais les détailler, je pense qu'effectivement j'y passerais 2 heures et je ne vais pas le faire, je vous le promets. Non, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'abord effectivement un sujet d'accès. C'est-à-dire que déjà, il faut que les gens savent que ça existe. C'est de plus en plus su, malheureusement aujourd'hui, pour des raisons évidentes, mais ça n'est pas toujours. Ensuite, il faut qu'il y ait la possibilité d'y accéder. Et ça renvoie aussi à des problèmes de coordination territoriale. Tout ça, ce n'est pas un réseau construit ex nihilo ou avec une belle organisation pyramidale où il y aurait des points partout de distribution dans tous les territoires. Il y a des zones blanches, on le sait. Les associations font ce qu'elles peuvent pour y répondre, mais elles ne peuvent pas tout, notamment parce que ça dépend de leurs bénévoles, et il n'y a pas forcément des bénévoles en nombre suffisant partout. Et pour donner juste un exemple, je le signale, parce qu'on l'avait, dans le rapport que j'avais produit avec un collègue en amont, ce qui fait qu'on fait appel à moi pour ce groupe de travail, on avait constaté, par exemple, qu'il y avait 9 fois moins d'aide alimentaire distribuée par personne en situation de pauvreté en Seine-Saint-Denis que dans les Yvelines. Ce qui est quand même paradoxal. Je pense que tout le monde en conviendra. Bon, c'est un exemple. Voilà, donc il faut travailler sur tout ça, sur l'accessibilité, sur l'accès effectif, sur les conditions d'accès, sur l'accueil, parce que c'est pas évident d'aller demander de l'aide alimentaire, c'est pas évident de la donner. Il y a une difficulté de relation. Là aussi, les sociologues ont travaillé là-dessus, c'est compliqué. Et il faut même entre guillemets, une formation des bénévoles. Cette formation, les associations y travaillent, mais clairement, il y a un besoin là-dessus. Il y a des questions aussi de critères d'éligibilité. C'est-à-dire que tout ça se fait sous condition de ressources. On s'adresse à des personnes vulnérables économiquement ou socialement. Bon, comment on gère ces critères de ressources? Comment on fait en sorte qu'ils ne soient pas trop différents d'une structure à l'autre? Parce que sinon, les gens n'y comprennent rien, et ça, c'est assez logique. Et puis, autre point, comment on fait pour que ces structures, elles aient des denrées à distribuer? Enfin, les Restos du Cœur ont appelé récemment à l'aide en disant « nous n'arrivons plus à fournir par rapport aux besoins ». Mais le problème, c'est qu'une source très importante de l'aide alimentaire, c'est ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire les dons des entreprises, de la grande distribution notamment. Mais ces dons, on sait, il y a une étude de l'ADEME qui récemment l'a mis en lumière, qu'une partie non négligeable est inconsommable. Quand elle arrive entre les mains de l'association d'aide alimentaire, elle n'est déjà plus utilisable. L'ADEME l'estime à 1/3. Nous l'avions estimé à 15% il y a 4 ans. Sur la base d'ailleurs de travaux des associations de la Fédération française des banques alimentaires. On voit bien que là, il y a un sujet. Et puis, il y a aussi un sujet qui est tout simplement, et c'est là où je nuancerai ce qui est dit dans l'invitation sur le désengagement de l'État. Le contribuable, nous tous, nous finançons l'aide alimentaire par le biais des réductions fiscales accordées à ceux qui donnent. Mais nous ne contrôlons pas. Nous sommes un payeur aveugle, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce que nous finançons puisque ça dépend uniquement de ce qui va être donné à un instant T, parce que c'est invendu. Et en plus, on ne contrôle pas l'utilisation.
On n'a même pas d'idée du montant que ça représente exactement. On a fait des estimations qui disent c'est à peu près 400 millions par an, mais il n'y a pas de chiffre objectif sûr sur ce point. L'ADEME a sorti une estimation qui est de 200 millions aujourd'hui. Vous voyez, enfin, entre 200 et 400, là encore, on est à peu près du simple au double. Et le pire, c'est que cette donnée, elle existe très largement, puisque l'administration fiscale aujourd'hui recueille précisément l'identité de la structure destinataire de l'aide quand cette aide dépasse un certain montant. Donc, de fait, on pourrait le savoir, mais on n'exploite pas le chiffre. Et on l'a dit dans la vie, moi je ne peux te le redire parce que je crois que ça n'a pas changé, j'ai regardé rapidement avant de venir, j'ai pas vu de faits nouveaux sur ce point. Il y a des données qui sont indispensables au pilotage de la politique de l'aide alimentaire et plus généralement de la lutte contre la précarité alimentaire, qui ne sont pas exploitées et qu'il faudrait exploiter pour pouvoir conduire cette politique. Très bien, merci beaucoup, on échangera tout à l'heure, mais là j'ai envie de me tourner directement vers Nicolas Champion. Pour avoir un témoignage de terrain, hein. Vous êtes au Secours populaire, j'imagine que vous allez réagir à ces propos, mais peut-être aussi nous donner quelques informations vraiment que vous constatez, notamment, par exemple, on en a parlé un petit peu avec Gérard, quel est le profil aujourd'hui de vos bénéficiaires? D'ailleurs, je ne suis pas certaine que le mot bénéficiaire vous convienne. Et évidemment, non, le mot bénéficiaire ne nous convient pas, parce que quand on dit bénéficiaire, ça veut dire on se dit que c'est quelqu'un qui bénéficie. Et au Secours populaire, on ne bénéficie pas d'une aide, on est invité à être acteur de la solidarité aussi. Et ça veut dire que chez nous, il n'y a pas d'un côté celui qui donne de l'aide alimentaire et de l'autre côté celui qui reçoit. On essaye de construire des choses ensemble et d'avoir, nous on appelle les personnes accueillies chez nous. Faut comprendre que le Secours Pape n'est pas une association d'aide alimentaire. À la base, on est une association d'accès au droit. L'accès au droit à l'alimentation, malheureusement, au fil des années, a pris une place très très importante et un petit peu malgré nous, mais on va y revenir. En tout cas, pour revenir à la question des profils, c'est un peu différent suivant les zones rurales et les zones urbaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de profil type de personne qui vient au Secours populaire. C'est un peu fini l'image qu'il y a dans l'imaginaire collectif de la personne qui est grand marginal et qui vient demander de l'aide alimentaire. On peut avoir tout type de profil, évidemment, l'accident de la vie, l'accident de parcours, le divorce, la séparation, la perte d'un travail, voilà. On a beaucoup de familles monoparentales, des femmes seules avec enfants, effectivement, ça représente à peu près 40% de nos personnes accueillies. Mais je parlais de différentes ruralités, vie à la ville. En ruralité, très souvent, on constate le point commun chez les familles, c'est un problème de mobilité. À un moment dans le parcours, il y a un problème de mobilité pour l'accès aux soins, l'accès à l'emploi, l'accès à l'alimentation, et les gens viennent chez nous parce qu'on a des structures de proximité. Et en ville, peut-être plus maintenant un public d'étudiants qui commence à venir aussi chez nous. La précarité étudiante, c'est pas nouveau, mais le phénomène a été accéléré bien évidemment avec le Covid. Est-ce que je peux vous demander d'où viennent les moyens que vous mettez en œuvre, le financement? Est-ce que ce sont des dons? On a parlé un petit peu avec Franck Lemorvan de l'aide, de la manière dont elle arrivait, l'aide alimentaire, mais chez vous, au Secours populaire, quels sont vos moyens de financement? On est farouchement indépendant. Alors, on n'a pas tant que ça d'argent public, en fait, sur nos budgets. Avant le Covid, on avait 11% de subventions. On en a un petit peu plus aujourd'hui. On a un peu découvert l'argent avec le coronavirus. Mais on a beaucoup de dons de particuliers, et on les remercie. On fait des appels aux dons et on est aidé. Et dans l'idée d'être indépendant, c'est l'idée d'être indépendant aussi sur nos financements. Et on fait beaucoup de vide-greniers, de brocantes, etc. On vend des petites actions. C'est aussi un moyen de mettre en mouvement les personnes qui viennent chez nous. Voilà, c'est t'es dans un libre service alimentaire, aide-nous en participant, en vendant un bon de souscription. Chez nous, ça s'appelle le Donne-Action, une tombola solidaire. Enfin voilà, on a beaucoup d'autofinancement comme ça par on est quand même un peu encore dans la fibre militante chez nous. Alors sur l'aide alimentaire, pour revenir sur le sujet, on a une grosse partie de nos financements, enfin de nos approvisionnements qui viennent de l'Union européenne. C'était le FEAD il y a quelques années. Maintenant, c'est des fonds qui viennent du FSE+. On peut que se féliciter que dans le FSE+, maintenant, il y a des mesures d'accompagnement à côté, bien évidemment. Donc,
une grande majorité de l'Union européenne, les ramasses dans les grandes surfaces, mais bon, depuis la loi Garot et le fait de mettre dans la même loi lutte contre la gestion de déchets et gestion contre de la précarité, bah forcément à un moment ça peut pas marcher. Et ça a été très bien rappelé qu'aujourd'hui, et l'ADEME le reconfirme, ça devient très très compliqué sur les produits alimentaires. De la collecte qu'a dit un petit peu. C'est-à-dire que l'aide alimentaire en tant que telle n'est pas la solution à la pauvreté. Elle est indispensable aujourd'hui. Elle est indispensable. Enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais enfin, tout le monde connaît la pyramide de Maslow. On a besoin de manger avant de s'épanouir, quoi. Ça c'est très clair. Donc de toute façon, faut sécuriser les publics sur l'aspect alimentaire avant d'envisager autre chose. Pour parler plus prosaïquement, enfin, comment construire un projet de départ en vacances avec une famille qui sait pas comment elle va manger dans 15 jours. Enfin, clairement.